François Bon, une année avec Howard Phillips Lovecraft. Oui, c'était l'été, ces 2 semaines de juillet, il faisait très très chaud à New York. Lovecraft et Sonia sont ensemble à Clinton Street, au 169. Dans la journée, elle s'en va à Manhattan, elle a des rendez-vous de travail, ça va se concrétiser, ce qui n'empêchera pas un sacré coup dur qui arrive dans les jours à venir. Ça lui permet de laisser le petit studio et ses 2 alcôves infestées de souris libres dans la journée pour son époux, Howard Phillips Lovecraft, qui passera surtout du temps à lire, comme si cette situation, l'un avec l'autre, n'était favorable ni à l'un ni à l'autre. Et c'est peut-être ça qui fait que là, les 3 semaines à venir de ce 21 juillet, et c'est probablement ce qui fait que les 3 semaines à venir, puisqu'on est le 23 juillet et que Sonia quitte aujourd'hui New York et reviendra de Cleveland seulement le 15 août, c'est 3 semaines, je pense, d'une bascule extrêmement lourde là qui justifiait depuis le début notre projet. C'est un rendez-vous qui se dessinait, mais qu'il n'était pas question d'anticiper. On découvre tout ça au jour le jour et en fonction aussi de ce qui se passe dans le journal. Ça va être le retour de Lovecraft à la fiction, ça va être l'écroulement des derniers espoirs de travail salarié, ça va être des expériences de nuit blanche et de déambulation dans le New York de nuit qui vont le conduire là aussi à une histoire extrêmement complexe malgré les apparences qui s'appelle Lui. Comme si là encore on était dans un effet de miroir qui va signer sa bascule pour tout son séjour à New York, son couple et le retour à Providence, donc l'amorce des grandes fictions. Ce qui ne veut pas dire que les grandes fictions ne sont pas latentes tous ces jours, et justement ces 2 semaines où il dit « write », écrire toute la journée sans nous préciser ce qu'il écrit. Et vous savez que Lovecraft fait un important travail de notes, de scénario, de synopsis. L'appel de Cthulhu qu'il écrira à son retour en 1926, une fois réinstallé à Providence. Évidemment, probablement c'est dans ces semaines-là qu'il commence à gamberger, ébaucher. Mais sinon, évidemment, on bute très vite sur ces zones où pour nous, pas question de faire des hypothèses gratuites. Alors, des vidéos qui se sont espacées, ben oui, parce que quand il vous donne 2 lignes et 2 lignes seulement sur ce qu'il a fait dans la journée, ben pas facile toujours de remplir les blancs, c'est pas à nous de le faire, et pourtant, combien de choses on a trouvé au passage. Donc on aura 2 semaines, j'avais fait une précédente vidéo sur le 15 juillet, mais avant c'était les 8 ou 10 jours précédents là, dans cette canicule new-yorkaise et ce confinement à 2 au 169 à Clinton Street. Aujourd'hui, je vais reprendre donc très rapidement. Moi, je dis ça pour moi, hein. Vous savez bien que j'arrive jamais. Et je me projetais simplement aujourd'hui juste là, maintenant que Sonia est prête à partir pour Cleveland, ce qu'on verra demain, son départ effectif, juste reprendre ces 8 dernières journées avec les PDF. J'ai pas fait de vidéo, mais chaque matin, vous êtes quelques 135 à en témoigner. Merci, quelle gratitude pour tous ces messages, toutes ces précisions, toutes ces pistes-là qui naissent. Et évidemment, encore temps de nous rejoindre. Et ne serait-ce que pouvoir acheter des bouquins, vous savez, tout ce qu'il y a là-haut, ça fait partie, là encore, de ce qui est nécessaire pour pouvoir le faire. Même si en même temps je fais mes ateliers d'écriture, cycle, été, tout ça, et que bon, il faut tenir tous ces rênes, mais cette question-là même du travail là dans la répétition, du travail avec ce qu'il faut faire d'un côté, ce qu'il faut faire de l'autre, le petit gamin de 7 ans là qui pousse la porte et dit oh papy, tout ça on peut le prendre dans une logique positive, et c'est justement sur tout ça aussi qu'on travaille par ce document exceptionnel. Alors le document exceptionnel, là,
ça tombe bien, pour ces derniers jours, on en a deux. Donc on a le petit carnet, le 1925 Diary, ce petit carnet très populaire de ce format. Lovecraft s'en achetait un tous les ans. Donc nous, on est dans le 1925, c'est celui qui maintenant est le plus fatigué là dans ma petite série. J'en ai deux de 1925 et vous savez que là, on vient de passer la séquence du milieu, ce petit atlas qu'il y a aussi dans celui de Lovecraft. Ça veut dire qu'on bascule maintenant vraiment dans on y arrivera au bout du marathon. Oui, la preuve, on a passé la moitié et là dans ces 8 PDF qu'on va balayer ensemble, il y a même l'envoi numéro 200. Alors gratitude à toutes celles et ceux qui... C'est pas la question de Lovecraft, c'est la question de littérature tout court, la question de rapport de l'écriture au monde tout court, et bienvenue là dans nos échanges. Et parallèlement, je disais, on a un deuxième appui, c'est que là on a dû traverser, tous en particulier pour mai-juin, c'est que Lovecraft donc se sert des petites notes sibyllines, des petits déchiffrages là qui sont des fois, on s'y met à plusieurs pour arriver à trouver. Mais justement, ce qui est formidable, c'est qu'on trouve. Je crois que c'est la première fois que quelqu'un s'y attelle avec ce niveau de détail ou de résolution. Il s'en sert pour chaque semaine écrire une lettre beaucoup plus détaillée à sa tante Lillian. Et il se trouve que pour toute l'année 1925, on a quand même là-dedans sur le dépôt numérique de la Brown, on a tous les facsimilés, mais on a évidemment cette très belle. Avant, on avait les Letters from New York, édité par Hesti Yoshi et David Schultz en 2003, mais c'était pas une version complète. Et oui, mais souvent, nous, c'est les petits détails, tu comprends, qui comptent. Le coiffeur, la lessive, la douche, ouais, c'est ces choses-là qui nous donnent cette espèce de puzzle, de fresque qu'on complète avec les lettres de George Kirk, avec les lettres de Galpin, de Morton et tout ça. Et quel plaisir, cette enquête. C'est incroyable. Il n'avait que ça, la correspondance. Alors, chaque semaine, à sa tante Lillian, il écrit une longue lettre qui commence par répondre à ce qu'elle lui dit de Providence. Là, par exemple, cette semaine, ça commence par... Il est abonné aussi au journal de Providence et il le paye par chèque, mais c'est compliqué, lui, il n'y a pas de chèque à New York, donc il voit ça avec sa tante Annie Gamwell aussi à Providence pour qu'il puisse recevoir son abonnement. Si tu ne lis pas à New York le journal de Providence, tu n'es plus qu'un immigrant sans racine nulle part. Et les lettres à Lillian n'ont pas toutes été conservées. Souvent même, on peut supposer que les lettres à Annie, les lettres de Lovecraft à son autre tante Annie Gamwell, il en reste très très peu. Alors l'existence en est attestée dans le petit carnet. Et Lillian, les lettres de son neveu, une fois qu'elle l'a lu en détail, elle la passe tout simplement à sa sœur Annie. Et celle-ci, en bonne partie, ont disparu. Mais là, pour ces 2 mois de juillet-août, ça tombe bien, parce que pour nous, ça va être la période cruciale. Ces lettres, on les a. Et donc, dans Letters to Family, à la fin du volume 1, et par exemple, aujourd'hui, c'est justement le point d'aboutissement là, de cette nouvelle semaine d'été à New York, une nouvelle fois avec Sonia. Ils se rendent à Coney Island et ils vont visiter dans le Luna Park, dans le parc d'attractions historiques. Vous voyez Lovecraft? Ben oui. Il va visiter une maison qui est bâtie sur un plan incliné, mais avec les murs à la perpendiculaire, ce qui fait que toutes les perceptions sont faussées. Et est-ce que je spoil un petit peu selon le terme américain? Non, c'est jusqu'à la fin, il sera tellement fier. Dans l'intérieur de la maison, il a expliqué à Sonia c'était quoi l'astuce qui les faisait se tromper dans leur perception. Sonia le dit en sortant au gardien. Il a trouvé d'un seul coup. Le gardien, non, mais Lovecraft va lui montrer ce petit croquis qu'il envoie, qu'il insère dans l'enveloppe, qu'il expédie à Lillian.
Ryan, donc pas tout de suite, là, seulement le 27, mais c'est pareil pour la lettre du 20 juillet là qu'on va explorer aussi. Et nous, ces petits documents, on les a, quelle joie, là, de les insérer dans nos PDF. Alors allons-y, reprenons. On était le 16 juillet, je repasse ici, donc on voyait du 16 au 23, on a juste tout simplement une semaine, mais avec passage par le grand numéro là du New York Times avec les suppléments, mais c'est un peu comme le reste, le supplément été du New York Times. Vous savez que aux USA c'est toujours le cas. Maintenant la rentrée scolaire c'est le 6 août, donc c'est la période là de vraiment congé, c'est maintenant, et le journal en profite un petit peu. Et vous voyez que, évidemment, on a de temps en temps, les réunions avec les boys. Donc c'est toujours la réunion hebdomadaire. C'est le mercredi, How to Boys, etc. Et le mercredi suivant, Boys Meeting. Et ça, c'est important qu'on en parle parce que, il y a Martin Kamin, celui qui est associé à George Kirk, le libraire. Vous savez quoi? Il vient à la réunion en remplaçant George Kirk. Quoi? Non seulement ça, mais il amène sa compagne, Sarah. Et Lovecraft le note dans son carnet et l'écrit à sa tante. Et non, ça se fait pas. Nous, c'est une réunion d'hommes. Tout ça, ça mérite d'être vu. Vous voyez que la semaine prochaine, ce sera aussi mercredi, la réunion. Donc, on a des points d'ancrage fixes comme ça. Le 15, c'était, vous savez, cette très belle anecdote, c'était la dernière vidéo en date. Il trouve chez McNeil's, cet auteur plus âgé qu'eux, mais qui est une belle réputation comme auteur de livres jeunesse, et son éditeur vient de faire imprimer, et c'est formidable. On prend Stevenson, l'île au trésor, et on en fait une maquette, une réalisation typographique populaire, pas chère, qui soit accessible justement à ces jeunes publics, comme on dirait aujourd'hui, de 13 à 17 ans. Et il se trouve que McNeil's a récupéré, il y a une série, elle est ratée. Pourquoi elle est ratée? Parce que il y a eu un défaut d'imprimerie et la dernière page ne figurait pas dans l'île au trésor. Et McNeil en a récupéré quelques exemplaires qu'il donne à ses copains. Et chez McNeil, évidemment, comme chez tout le monde, il y a un Stevenson, l'île au trésor complet. Donc Lovecraft, à quoi il s'attelle? Il reprend l'exemplaire complet de McNeil et il recopie dans son exemplaire incomplet, qui a disparu, bien sûr, sinon, pensez le prix que ça atteindrait aujourd'hui, et il recopie à la main la dernière page de Stevenson pour avoir un livre complet. Voilà, ça c'était le 15, et maintenant on va suivre directement. Alors vous voyez que quelquefois, donc, on a les balades avec Sonia. Là, les balades sont détaillées, et les trajets, ça va nous faire quelques belles découvertes. Voilà, sinon, c'est ce qu'on a mangé, ce qu'on a fait, est-ce qu'on a eu un petit-déj, ou est-ce que Sonia était partie dès le matin, et que lui, il lit, qu'elle ramène de la tourte au mouton, mutton pie, le plat préféré de Keith Richards aussi. Il se débrouille toujours pour que dans ces tournées-là, dans les loges, avant les concerts de Rolling Stones, depuis 1965, il y a toujours eu mutton pie ou mutton and kidney pie. Allez, on va voir ça directement. Prenons par exemple le 16. Alors le 16, on était parti en promenade. Up early, read. Out with a sage, donc Sonia Rafikin, c'est toujours ses initiales qu'il utilise dans les lettres et dans le carnet. Levé tôt, lu, sorti avec Sonia pour grignoter dehors. Outing with lunch, donc c'est des sandwichs. Pris le ferry, Dickman Street, allé jusqu'à Palisades, marché dans le quartier, lu, pique-nique, revenu par le même chemin, rive droite jusqu'à 181e. Alors quand vous lisez ça, tu dis, c'est bon, c'est, on dirait un diagramme de truc d'échec, ouais, mais alors à ce moment-là, alors évidemment, à la fin, oui, attraper nouvelle souris et porter dehors. Comment il dit ça?
Entweder caught and disposed. Qu'est-ce qu'il y a dans ce mot disposed? Vous savez qu'il nous a expliqué qu'il ne prend pas des tapettes à souris parce qu'il faut toucher l'animal. Alors il achète des petites boîtes, et c'est des petites boîtes en carton, l'animal rentre dedans et pof, il peut plus sortir. Alors toi, t'as la petite souris vivante dans ces boîtes en carton, et le piège il vaut 5 cents, autant dire rien du tout. Donc il a toujours 2 pièges d'avance, et une fois qu'il a la petite souris qui bouge à l'intérieur de sa boîte, tu la portes comme ça, à bout de bras, tu descends, mais seulement à la nuit, parce qu'il faudrait pas qu'on te voit faire ça. Ouh là là, Madame Burns, la logeuse et directrice là de la pension Clinton Street, elle serait pas contente, et tu vas déposer ça doucement dans les boîtes à ordures du quartier. Mais si on lit la même balade racontée à la tante, voilà ce que ça donne. Et c'est pour ça que comme les lettres c'est écrit avec 5 jours, 6 jours de décalage, bien forcé d'utiliser le carnet. Et ce qui est curieux aussi pour nous, on va le voir plusieurs fois là aussi cette semaine, c'est ce qu'il note dans le carnet, mais qu'il ne dit pas à la vieille tante. Le lendemain, jeudi 16, fut en quelque sorte un pique-nique de gala. Je me suis levé tôt, j'ai lu un peu. À midi, Sonia et moi sommes partis pour une sortie avec un déjeuner composé de sandwichs. À quoi? Oh, les fidèles, là. On en a déjà parlé. Il y a quoi dans leur sandwich? Des sandwichs à la langue de bœuf et au fromage, plus quelques pêches, en emportant de la lecture sous forme des livrets à 5 cents d'Haldeman et Julius. Alors ça aussi, on en a fait un portrait, vous savez, les petits livres bleus d'Haldeman et Julius. Les Little Blue Books de ce Haldeman Julius. On a la chance en français d'avoir un livre, donc par quelqu'un qui s'est passionné pour ça, qui travaille maintenant comme conservateur à Limec en Normandie, avec plein de photos, de listes de catalogues. Et Haldeman Julius, récemment, on avait eu ça, les livres étaient à 5 cents, il les a montés à 15 cents, et ça n'a pas marché. Là, il décide de fonder un magazine. Ben oui, il voit l'essor des Weird Tales et tous ces trucs-là, et donc de cesser la vente des petits livres qu'il a remis, là, qu'il rebrade de nouveau à 5 cents. Alors on suit ça au jour le jour, mais pour Lovecraft, ce qui est fantastique, c'est qu'il y en a 800. Donc on a des tas et des tas de possibilités de lire là pour quelques centimes. Donc il en a emmené, c'est comme les petits que sais-je chez nous. Nous avons pris le métro jusqu'à la rue Dickman. Alors la rue Dickman, on connaît maintenant, ça fait plusieurs fois qu'on y va. Si on prend Manhattan, tout le nord, au niveau du Bronx, si vous allez côté vers le sud, côté Hudson, là il y a un quartier qui s'appelle Palisades. Et ce Palisades, comme il y a le même quartier Palisades aussi à Los Angeles qui a brûlé tout récemment, ça devient extrêmement vallonné. Il y a des falaises et l'Hudson qui est encaissé là. Et ce qu'ils vont faire, ils vont prendre un ferry qui part là de cette Dickman Street et traverser l'Hudson en ferry. Ce qui est cruel pour moi, puisque moi j'ai le WPA Guide to New York City de 1930, qui est une réalisation historique. Et donc là, on a les plans, on a tous les descriptifs, les horaires de visite. C'est un outil formidable. Il y en a un autre qui concerne non pas New York City, mais l'État de New York. WPA Guide to New York, et celui-ci on l'a aussi en numérique, il est bien sûr dans notre dossier là partagé entre nous là, pour les 135 avec plein d'autres documents. Mais si tu traverses l'Hudson, tu es dans le New Jersey. Si tu es dans le New Jersey, le quartier où ils vont, là j'en ai pas de descriptif. La crête, alors il traverse, il dit alors l'ascension en zigzag du majestueux, attendez, écoutez bien là, hein. L'ascension en zigzag du majestueux précipice au moyen d'une route sinueuse, en partie suivant la route des anciens chariots, en partie un sentier pédestre à travers le crépuscule verdoyant des pentes de la forêt, en partie un escalier de pierre qui à un moment donné s'enfonce sous la route. La crête que nous avons atteinte en une demi-heure environ offre la plus belle vue possible sur l'Hudson et sa rive orientale.
Et c'est le long de cette crête que nous nous sommes promenés, tombant tantôt sur une parcelle de bois, tantôt sur un pâturage herbeux, tantôt sur un gouffre bordé par les rochers saillants du plateau lui-même. À un moment donné, nous avons aperçu les ruines d'une noble maison en pierre, envahie par le lierre, rappelant les ruines d'un sinistre château rhénan. Nous nous sommes installés sur un banc, près du bord de la falaise, et j'ai lu le Dr. Jekyll and Mr. Hyde de Stevenson que je n'avais pas lu depuis 25 ans. À 18h, nous avons fait notre pique-nique, le complétant par de la glace et de la limonade provenant d'un marchand voisin. Puis nous sommes redescendus, avons repris le ferry avant... Vous voyez comment le dépli des lettres à l'attente peut nous emmener dans une situation narrative qui, pour Lovecraft, n'est pas si éloignée de son travail sur la question du paysage. Et si on cherche les images, alors Palisades et la rue là, qui donne sur le ferry, la voici. Quand on a traversé l'Hudson, quartier là encore populaire parce qu'on se baigne dans l'Hudson, voilà, tout ça évidemment des photos qu'on essaye de prendre en 1925. Et c'est quoi la maison là qui ressemble au château rhénan? Bien là voilà, regardez ici sur cette image, le ferry accoste ici, voici la petite route sinueuse, voici les crêtes, voici le chemin de crête, et vous voyez que c'est pas rien. Escalader en 30 minutes la falaise au-dessus de l'Hudson. Et presque, si vous prenez une loupe sur le PDF, vous pourriez les voir en train de se régaler de leur sandwich à la langue de bœuf. Et vous voyez quand même que ça monte. Alors, Sonia, sa constitution est plus fragile avec ses accidents de santé, mais le couple a toujours pratiqué ces longues marches dans New York. Et là, c'est exactement le chemin où il faut s'imaginer Howard et Sonia en train de partir pour leur demi-heure d'ascension. Et ça, moi, qu'est-ce que vous voulez? C'est la récompense du projet. Alors, dans le journal, qu'est-ce qu'il y avait? Toujours cet assassin qui s'appelle Philip Knapp. Et on croit l'avoir attrapé à Plattsburgh. Allez, on verra demain. Une pauvre dame qui suffoque dans la rue, un médecin passe, essaye de lui faire une trachéotomie, là en pleine rue, le temps que les ambulances arrivent. Ça marche pas, mais on a cette ville de New York. Et puis le procès Scopes avec le procureur Brian. Et Brian... il n'a pas réussi à sourire dans le procès. Et la question, c'est pas de dire est-ce que Darwin a raison ou pas. La question, c'est de dire, c'est le Butler Act qui vaut dans le Tennessee et qui ne sera abrogé qu'en 1969. Et ce Butler Act ne sera pas invalidé. C'est-à-dire qu'on va pas poursuivre Scopes. Allons-y, il va écoper d'une amende de $100. Mais c'est rien du tout sur un procès qui dure 15 jours et qui est d'envergure nationale, internationale. $100, c'est comme un excès de vitesse, c'est rien. Mais pourquoi? Ce qu'on lui reproche, c'est juste d'avoir utilisé dans son enseignement quelque chose qui n'est pas dans la Bible. Et enfin, peut-être justement, je le suis dans les PDF suivants. Donc, quel bazar! La théorie de Darwin, la défense fait venir de New York un singe savant et son dresseur pour montrer qu'un singe peut évoluer vers l'homme. Et la défense, toujours, Scopes lui-même fait venir, au contraire, comme eux avaient vu à Coney Island, le jour cet homme microcéphale de 90 ans, exhibé au cirque Barnum pendant des décennies, et maintenant qu'on laisse crever dans une baraque de foire à 90 ans à jouer des chansons d'enfants sur un violon. C'est un gars qui est microcéphale. Et donc la défense exhibe un homme de ce type en disant « Voyez, on a encore aujourd'hui, on a encore de nos jours des hommes qui sont l'échelon manquant du singe et de l'homme. On en est là. » C'est la honte au niveau international, monsieur. Ah, la ginger ale, il y en a des pleines publicités à pleine page à New York tant il fait chaud. Et qu'est-ce qu'ils boivent, les Lovecraft? Eh ben, ils boivent de la ginger ale. Voici, ça c'était pour le 16. Et qu'on peut essayer comme ça d'aller balayer
redonner vie à cette semaine. On est le 17 juillet. Le 17, c'était vendredi pour eux. Alors là, ce que je viens de dire, c'est ce qui se passe, qui est incroyable, ce procès de Dayton près de Nashville, et ce type qui amène un singe savant de New York pour la défense, pour montrer que le singe peut évoluer vers l'homme. Quelle preuve! Mais franchement, quelle preuve d'ordre scientifique! Personne ne lui accorde un hôtel à Nashville et il devra repartir. Personne ne veut de lui. Alors Lovecraft, mais aujourd'hui, c'est vraiment court. Hapnon, Pickup Files, Red Cambridge History. Sonia donc revient avec de quoi manger le soir. Il écrit des lettres. Pick up files, c'est-à-dire qu'il a rangé ses papiers, nettoyé, il en a bazardé beaucoup à la poubelle. Le lendemain, vendredi 17, dit-il à sa tante, je me suis levé à midi, j'ai repris, trié mes dossiers, jeté des tas de documents inutiles, puisque maintenant il n'est plus président en titre là des journalistes amateurs. Non, directeur éditorial. C'est Sonia qui était présidente, mais ça y est, maintenant il y a un nouveau bureau. Simplement, write letters, il faut rendre compte aux 200 inscrits à l'association de ce qui s'est passé, de qui a été élu. Et il lit aussi la tribune de Cambridge. Alors Cambridge, évidemment, c'est parce que c'est un quartier de Boston, et que lui, Boston, c'est aussi sa ville. Et là, cette revue Tribune de Cambridge, on peut imaginer justement tout ce qui interfère avec les United Amateurs du point de vue des articles scientifiques, astronomiques, littéraires. Ils ont fait pour leur anniversaire, ils l'ont relié en livre. Ils ont fait un numéro anniversaire et c'est ce que lit grâce à Annie Gamwell. Et à l'assaut des vieux papiers, vous sauriez dire en anglais? Bushels of cordless documents, avec l'accent. Le langage dans les lettres n'a strictement rien à voir avec celui des carnets. Et Madame Helen Peck, 95 ans, longtemps nommée la reine des femmes de confiance, dont le casier judiciaire remonte à 1885, considérée à l'époque de l'inspecteur Barnes comme étant l'escroc la plus dangereuse d'Amérique, a été accueillie hier à l'hôpital public de Nyack, New York, dans un état grave. Voilà, c'était quelqu'un qui était escroc et avait gagné dans ses escroqueries, pas loin sur la durée, $1 million. Mais elle était habillée d'une couleur noire, elle ressemblait à une petite veuve et elle vivait à New York, tranquille. Et c'est seulement quand elle meurt, là, comme ça, plusieurs fois condamnée, emprisonnée pour vente de terrain ne lui appartenant pas. Elle avait été libérée de la prison d'Auburn en 1912 et depuis 13 ans, donc, vivait dans une belle maison, etc. Voici les choses du jour. Ah, vous vous souvenez de cette fille qui avait gagné, fait cette performance là de natation, cette fille de 17 ans, elle a loupé la traversée de la Manche, mais elle recommencera l'an prochain. Voilà pour le 17. J'ouvre le 18. Toujours le Processcopes, je refais 2 fois la une, parce que c'est évidemment, c'est ce qui est terrible, c'est même la position du New York Times, c'est-à-dire, bien sûr, on n'est pas réactionnaire comme ce Brian, le procureur, et comme la ville de Dayton, qui se complaît là, dans cette ignorance, ce crasse. Oui, mais si on compare les arguments, ceux qui sont pour ou ceux qui sont contre, c'est cette position là de l'autorité intellectuelle mesurant les deux plateaux de la balance. Et Lovecraft, qu'est-ce qu'il nous disait ce samedi 18 juillet? Happy Early, wrote letters continuously, écrit des lettres en continu. C'est-à-dire que là, moi j'ai tous les volumes là, de Hippocampus Press, de la correspondance éditée, c'est des milliers de lettres. Oui, mais il s'agit de lettres écrites à des membres très anonymes du United Amateurs et les lettres de New York de Yoshi, sélectionnées par Yoshi, non, ça, on n'a rien retrouvé. Sorti pour des courses, merci de nous le dire, Right Again, lu et couché. Quant à Sonia, on ne nous en parle pas. Et
De la même façon qu'hier, il avait jeté des tas de papiers, là, il dit « Cleaning up all my correspondence ». J'ai nettoyé, mais j'ai mis à jour ma correspondance. Comme toi, quand tu prends tes emails, là, puis que tu enlèves là, les trucs supprimés, ceux qu'il faut mettre dans le dossier atelier, ceux qu'il faut mettre dans le dossier Lovecraft, hein, nos enquêteurs de luxe, n'est-ce pas, Lucie Bélanger depuis le Québec, un dossier rien que pour elle toute seule, et ça, une fois qu'on aura fini le jour à jour, croyez que dans le boulot qu'on va faire, on va round, quelle encyclopédie, ça va nous faire quelque chose d'intéressant. Il y a des fédérations de clubs féminins, dont une association de femmes d'affaires. Et cette association des femmes d'affaires installe une pétition pour demander quoi? D'interdire la guerre. Ça méritait pas d'être noté, si, quand même. Et puis à Coney Island, tout d'un coup, arrive une vague, comme il fait, je trouve, 75 feet, tu divises par 3, ça fera une vague de 25 mètres, en disant que peut-être là, c'est les témoins qui ont exagéré, mais en tout cas, une vague énorme, on peut les croire. En tout cas, il y a 4 baigneurs qui sont enlevés du rivage. On arrive quand même à en sauver, 4 sont sauvés, quand même une noyade. Mais quand vous imaginez, là, voir toutes ces images de ces foules de week-end sur Coney Island et toutes les plages adjacentes sur Long Island, Rockaway, etc. C'est comme un mini tsunami qui surgit d'on ne sait où. Tu imagines, la trouille devient une sorte de chose de masse. Alors, on laisse le 18. Très rapidement, on va au 19. Donc, le 19, c'était dimanche. Et là, Lovecraft lit Hapnon, read all day, sort faire des courses, etc. Breakfast, ça veut dire que Sonia est restée à la maison. Elle n'est pas descendue à Manhattan. Donc ils sont ensemble. Voilà ce qu'ils ont mangé le matin. Des céréales à la puffed wheat, de la crème avec de la banane écrasée à l'intérieur, tandis qu'au dîner, ils auront du bœuf et des spaghettis avec de ginger ale. Et c'est seulement dans la lettre à sa tante qu'il dit qu'il lit un livre qui s'appelle les premiers, alors c'est craftsmen, les premiers artisans américains, ça marchera pas. C'est les premiers ouvriers américains. Vous voyez que craft, c'est l'idée d'artisanat. C'est tous ces types qui arrivent là de l'Europe de l'Est, par exemple, ou des ghettos juifs, par exemple, d'Odessa, comme le grand-père de Bob Dylan qui arrive là, mais qu'est-ce qu'il faisait à Odessa? Il avait un super beau magasin de chaussures. Qu'est-ce qu'il fait? Il va acheter un stock de chaussures pour les mineurs, louer une carriole avec un âne, un mulet, et puis partir là dans cette ville au-dessus de Dallas, Hibbing, Minnesota, où il va vendre ses chaussures de sécurité aux mineurs. Puis quand il aura 3 sous, il installera une baraque de cinéma, puis après il installera 3 baraques, puis 4 baraques, etc. Mais cette épopée des travailleurs, c'est pas le mot, c'est pas ouvrier, c'est pas artisan, c'est bon. Si vous avez quelque chose à me suggérer, je suis preneur parce qu'évidemment toujours, moi je recorrige les PDF, j'arrête pas de travailler à ce truc-là. Donc ce Dyer, et ce Dyer, vous savez ce que c'était sa spécialité? Ce type a été très célèbre parce qu'il écrivait des histoires avec des chiens, et en particulier. Alors, je sais pas dans ce PDF, on va le trouver dans un des suivants, un livre qui s'appelle Pierrot, chien de Belgique. C'est ça qui le rend extrêmement célèbre. Et dans ce livre de Dyer, Lovecraft dit, mais qui recèle de vraies merveilles. Quoi, par exemple? Bien que sa tante, chez elle, elle a une chaise à haut dossier, un dossier ouvragé. Elle dit, oui, mais ce dossier ne vient pas de la période Régence. Il remonte Georgian. Il remonte à quelque chose encore avant. C'est ce qu'il découvre. Et puis, ce qu'il découvre, c'est que il y a eu une mode. Alors c'est des petits caniches en céramique avec imitation de toison laineuse. Et il nous le dit, les petits caniches à poils laineux en céramique. Il y en avait 2 chez eux dans la maison du grand-père. Et quand ils ont déménagé, qu'est-ce qu'ils ont fait? Tu crois quand même pas que tu vas t'encombrer d'horreurs pareilles? Et le pauvre Lovecraft maintenant,
Hein, si on les avait gardés, la valeur désormais élevée de ces petits caniches en poterie de Bennington, la valeur désormais élevée, ces petits caniches en porcelaine au poil duveteux que l'on voyait partout. Ah, je grince des dents en voyant tout ce que nous avons vendu, donné, jeté. C'est Lovecraft. Alors aujourd'hui, on est dans le supplément littéraire du Times, et c'est pas, là j'ai toujours une petite sélection, même si aujourd'hui, voyez, ça, c'était ça dans le journal. On a une histoire, un homme qui se perd dans les marécages. On met 48 heures à le retrouver. Quand on le retrouve, il a perdu toute conscience, il est totalement incohérent, half mad. C'est on l'a retrouvé parce qu'on avait fait des recherches en bateau à moteur et on a entendu quelqu'un finalement gémir, ou en tout cas il a appelé quand il a entendu le vague bruit de moteur. Ce qui est intéressant, c'est que cette histoire, on pourrait la trouver justement dans l'Appel d'Orthlou. Alors je dis pas que Lovecraft lit ça et que ça lui donne des idées. J'ai jamais travaillé comme ça. Ceux qui suivent ce que je fais sur Balzac, vous le savez bien. Par exemple, c'est toujours l'approche qu'il y a dans les introductions, les préfaces là de l'édition Pléiade des Balzac. Un outil indispensable, c'est pas la question. Mais les préfaces, c'est toujours Balzac invente ce personnage parce qu'il avait croisé un tel et qu'il avait croisé une telle. Non, c'est pas ça. C'est l'écriture qui invente ses propres contenu, il n'y a pas besoin de ça. Mais tu es dans une sorte d'ambiance comme ça. Parce que où il se perd, ce pauvre gars? Dans quel marécage? Vous savez, eux, quand ils font le tour par Staten Island, Elizabeth, et qu'ils reviennent, là, ils prennent un bus, ils arrivent à Newark, et à Newark, bon, là, c'est toutes les grandes zones industrielles, déjà, et là, on reprend le métro qui les ramène à Brooklyn. Ça, c'est une balade qu'ils font sans arrêt. Mais à Newark, c'est là. C'est que des marécages. Qu'est-ce qu'il y a maintenant sur ces marécages? C'est comme avant-hier, quand ils sont allés faire cette balade et que vous découvrez cette immense falaise. Bon, New York, c'est une ville que je considère comme mienne. Je suis jamais allé là, je suis jamais allé voir cette falaise. Soyez sûr que j'irai. Aucune idée de ce que c'est devenu maintenant. Mais là, c'est dans ces marécages qu'on a construit l'aéroport de Newark. Et là, c'est-à-dire que cette image-là, on n'est pas dans le fond de la Louisiane. On est dans quelqu'un qui s'est perdu et qui est devenu fou parce qu'il est perdu dans les marécages. Et en fait, il était en pleine ville. Alors, qu'est-ce qu'on avait aussi? Human Monkey Walks. À Paris aussi, quelqu'un dit, regardez, par rapport à Dayton, on a, nous, à Paris, des montreurs de singes qui se disaient dire, voilà, nous, la preuve de l'évolution de la théorie d'évolution de Darwin, toujours la recherche de Philip Knapp, l'assassin. Là, on l'a vu, parce qu'il y a plein de témoignages, et il faut les vérifier. Il a été vu simultanément dans 3 villes. En fait, le gars, il sera revenu clandestinement à Staten Island, justement, et il va retrouver son épouse, et il va vivre sous le nom de son épouse. Il ne sera arrêté qu'en 1931. Donc il y a cette chasse à l'homme infernale pour un des crimes les plus sordides, les plus violents. Alors dans le New York Times supplément littéraire, il y a une histoire avec un dessin satirique avec Anatole France qui, soi-disant, chez lui, je sais lui, là, c'est vous prenez hop là, vous prenez à droite, au feu vous prenez à gauche, vous reprenez à droite, vous reprenez à gauche, et vous arriverez à la Béchellerie, qui était le quartier où il y avait la maison de Bergson, et juste avant, là, ce domaine qui était celui d'Anatole France. Il me faut le New York Times pour savoir ce qu'il y avait dedans, et soi-disant que dans ses baignoires, il stockait ses livres d'occasion, tellement il était noyé de livres, et son personnel domestique avec son plumeau et tout ça lui chasse la dame qui veut nettoyer, parce que les livres, ça se nettoie pas, et surtout une double page complète sur Dostoïevski qui s'écrit avec 2 Y, ça Lovecraft forcément a lu, là la maison de Petersburg, et on vient de publier le journal, moi je l'ai pas lu ça, le journal de l'épouse de Dostoïevski, c'est-à-dire de la même façon que Sonia fera un mémoire sur la vie privée de Howard Phillips Lovecraft, l'épouse de Dostoïevski nous renseigne sur comment il était chez lui. Bon, encore une piste à suivre. Là, c'est juste pour le titre. Nietzsche, on l'attrape par la barbe, qu'est-ce que ça donne? Et puis, chaque fois, je vous dis qu'il y a toujours le français de service, j'appelle ça. Aujourd'hui,
Alors qu'ils ignorent, évidemment, tous ces jeunes auteurs crèvent la dalle, et tous ceux qu'on voit graviter autour de Lovecraft. On a une demi-page encore sur qui? Sur Barbey d'Aurevilly et Verlaine. Et bien sûr, Lovecraft lit Barbey d'Aurevilly, il lit Verlaine. Le Process Corps, ça fait marcher le commerce. The Hotline of History, c'est H.G. Wells qui a fait un livre là sur l'histoire de l'évolution. Et vous voyez ce titre, Is not the story of creation also to the glory of God? Oui, on peut accepter la théorie de l'évolution de Darwin. Est-ce que ce n'est pas encore une preuve de l'intelligence de Dieu? Voilà, c'était ça pour... je continue la petite visite. On est au vin. Alors le vin, quand c'est les lundis c'est toujours une journée creuse. Et vous avez remarqué pour une fois, on n'a pas Read All Day, mais ils sont tous les deux, donc évidemment qu'ils ils ont dépensé leurs 5 cents pour le New York Times avec les suppléments, mais il n'en fait pas mention. Peut-être vous vous souvenez que 2 numéros plus tôt, du dimanche, il y avait une offre d'emploi pour être éditeur, que ça a encore été un rêve de passage, et que visiblement, il n'y a pas eu de réponse. Lundi, on se lève à midi, on fait un petit déj, on se remet à écrire des lettres. Revient Sonia, enfin, elle est partie dès le matin, donc lui se lève à midi tranquillement, alors que maintenant il se couche de bonne heure, et c'est donc vers 18h qu'elle revient avec de quoi manger, et encore on écrit, encore on lit, on écrit. Et par contre, c'est dans la lettre à la tante Liliane. Alors, il y a des choses, il parle là de Providence, des maisons détruites et tout ça. Et il lui raconte que Morton et Kleiner sont partis en excursion. Alors ça, moi, j'allais pas le louper. Aujourd'hui, ce lundi 20, pas cesser d'écrire, sinon pour le dîner. Et la soirée se conclura par un peu de lecture avant le coucher. Voilà, si j'avais que ça à dire, vous embêteriez un peu quand même, non? Ceci conclut le 20 juillet. C'est-à-dire que, tchoc, c'est réglé. La situation de Sonia semble toujours en bonne voie. Alors là, je le signale, je le souligne parce que ça va être un de nos prochains coups de foudre. Elle négocie pour de bonnes conditions. Donc son départ pour Cleveland se prépare, mais vous allez voir que c'est pas si simple. Kleiner et Morton, les deux copains, Morton, qui dirige le musée de Patterson, avec Reinhard Kleiner, qui est un personnage qu'on a toujours du mal à essayer de connaître. On fait une randonnée d'une semaine dans des régions sauvages, toujours pareil. Cette wilderness, c'est où, ces régions sauvages? C'est à 160 km de New York. C'est à 2 heures de voiture, ou à 2 heures de train ou de bus, je sais pas, loin des sentiers et des feux de camp de l'humanité. Ça, cette expression est joliment belle. Et là, on est donc une ville qui s'appelle Port Jarvis, et ce Port Jarvis sur la Delaware, c'est vous savez qu'on a, et Lovecraft en parle, sa tante, c'est un endroit loin vers Albuquerque, où on a les 4 États qui font une espèce de frontière à angle droit, l'Arizona, je sais plus lesquels, mais je les marque, l'Utah, Colorado, Arizona et Nouveau-Mexique. Et il se passe quoi à l'endroit où il y a Tony Ellerman qui a fait tous ces polars. Rien que pour ça fait un petit truc aussi pour nous qui nous récompense un petit peu. Mais là à Port Jervis, ce sont le New Jersey, l'État de New York et la Pennsylvanie qui se rejoignent au même point, et il y a un monument. Vous voyez ici j'ai retrouvé une carte postale 1925, et les 3 pays sont marqués ici: New York, Pennsylvania, New Jersey, avec ce truc. Morton et Kleiner y étaient. Alors l'occasion pour nous d'aller collectionner les cartes postales de Port Jarvis. Je vous en ai mis 4 parce que ça aussi, de toute façon, il avait qu'à nous en dire plus. Dans le journal, qu'est-ce qui se passait avec une histoire. C'est une brave dame. Alors pour téléphoner, donc elle est à Brooklyn, mais c'est pas le quartier de Lovecraft, c'est vraiment vers Red Oak, un peu plus haut, donc c'est assez loin. 36 Reid Avenue.
Et elle va à l'épicerie, au drugstore, un drugstore d'un nommé Hopkins, et il y a une cabine téléphonique. Elle prend des jetons et elle commence à appeler. Elle appelle qui? Une copine, sa mère? Non, ça on sait pas. Ça dit. Mais elle a acheté pour une communication à 5 cents et c'est pas fini la communication. Le magasin ferme, personne s'est aperçu qu'elle est toujours dans le petit recoin du téléphone. Elle, quand elle arrive, tout d'un coup, à 8 heures du soir, ou je sais pas quelle heure est-ce qu'il le précise, mais elle frappe aux portes et tout ça, mais elle est dans le noir complet, puis il y a personne autour du magasin. Donc finalement, quelqu'un l'a aperçu dans la rue. Sortez-moi d'ici. Puisqu'on lui dit, qu'est-ce que vous faites ici? Comment vous êtes entré? Et la police essaye de téléphoner au propriétaire, mais le propriétaire, il n'a pas de raison d'être chez lui. Et on le trouve pas. Et il a un employé. Oui, mais l'employé, on le trouve, mais il n'a pas la clé. Alors, ils essayent de ramper par le vasistas au-dessus de la porte d'entrée, mais personne parmi les policiers présents n'était assez mince ou petit. On lança une alarme générale dans les commissariats de l'Est new-yorkais pour trouver un policier assez petit pour se glisser par le vasistas. Plusieurs policiers tout petits essayèrent sans réussir. Oh là là, j'ai de ces coquilles à reprendre. On trouva ainsi Frank Feguida, le bon candidat, grimpé sur les épaules d'un de ses collègues, il se glissa dans le vasistas, sauta de l'autre côté, enleva le verrou de la porte arrière, fit sortir la jeune femme et revint par le même chemin. « Mais comment étiez-vous entré ?» redemanda-t-on à la demoiselle. Et simplement, elle s'était carapatée. Elle a jamais répondu. Encore l'histoire de celui qui s'était perdu dans les marais. Encore des noyades à Coney Island, et je vous ai mis juste à titre d'exemple, parce que là on voit les passages aujourd'hui qui sont cités, donc c'est un fac-similé de cette lettre de Howard Phillips Lovecraft à sa tante. Et il y a juste quelque chose qui est rigolo, c'est que Your Affectionate Nephew aussi, c'est pas dans celle-ci, c'est dans la suivante. Il termine toujours par cette formule, Your Nephew and Hop the Servitor, qui était aussi une formule utilisée par George Washington, donc c'est vraiment de la politesse traditionnelle. Et dans la lettre, le lendemain, il la postera un petit peu tard, et il va rajouter la journée suivante dans la lettre de demain, et donc il rajoutera sur l'enveloppe Your affectionate nephew, and il se rappelle plus s'il l'a mis sur la lettre ou pas. C'est des petites curiosités. Sans plus, on avance. Donc on est le 21, voici ce petit papier qu'il rajoute dans la lettre, et justement ça tombe bien. Il nous raconte la journée du mardi, on progresse. Mardi soir, lettre décalée, oui, puisqu'il devait la poster hier, mais qu'il rajoute ce petit bout de papier de beaucoup plus petit format, un quart de la grande feuille. Journal du 21 juillet, levé à midi. Ouais, alors où est-ce qu'on est là? On est le 21 juillet. Up noon, write all day, écrit toute la journée. Retour de Sonia, qui ramène donc une tourte au mouton et des brioches, parce que vous savez qu'il y a ce magasin à côté qui s'appelle la Scottish Bakery. Ils y vont tout le temps, c'est pas cher, et c'est eux qui font ces espèces de mutton pie et lecture toute la soirée. Alors là, il commence un livre d'Arthur Machen. Arthur Machen, c'est pour un maître pour eux tous, et il vient de publier. En fait, c'est un recueil de choses publiées dans un jour magazine dans lequel il collaborait, et ce qui est fait de Machen est vieux, donc c'est des souvenirs d'enfance. Far off things, les choses venues de loin. Et il dit à sa tante, prenez-le à la bibliothèque, à Providence, à l'Athenaeum Library. Oh, lieu enchanteur. À 22h, Sonia a eu faim. Dis donc, pourquoi elle avait pas assez mangé de mutton pie? Je suis alors sorti pour quelques rafraîchissements légers, fruits, etc. Je vais poster ma pile de lettres à son retour. À mon retour, je lirai encore quelques bribes de Machen et me coucherai. Ainsi se termine le journal du mardi 21 juillet. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, un pauvre gars. Des fois, on a des belles histoires qui finissent bien. Là, non.
La mère était hospitalisée en psychiatrie, le père a plus de boulot, il y a un petit enfant, et là, l'enfant qui se réveille toujours le premier, réveille son père pour que le père ne soit pas en retard au travail. C'est ce qu'il a fait hier matin, puis il a dû le secouer. Son père semblait endormi si profondément que le garçon ne put l'éveiller. À la fin, s'effraya, il courut chez les voisins chercher de l'aide. Le père était mort. On retrouva dans l'appartement un flacon vide ayant contenu du Lysol. On suppose qu'Annix en a avalé le contenu. Bon, ces histoires-là, je m'excuse d'avoir toutes ces histoires de suicide qui viennent, mais c'est comme si ces petits éclats nous fabriquaient. Nous, c'est quand on fait des photographies à l'infrarouge ou à l'ultraviolet, on commence à voir émerger des choses qui sont pas dans le visible. Cette accumulation de suicides font émerger dans le journal des vies qui, sinon, n'y appartiennent pas. La fin du procès Scopes, c'est infini. Voici donc l'épître dédicatoire d'Arthur Machen sur son Far Off Things. C'est un petit régal. Et surtout pour moi, vous savez que je suis toujours à lire mon Samuel Johnson et sa vie. Samuel Johnson et sa vie par James Boswell. Machen dit qu'il a fait ce Far Off Things en prenant là appui sur une phrase qui est dans la vie de Johnson par Boswell, etc. Donc ça, c'est, voilà, le Far Off Things. Puis j'ai fini, on n'a pas grand-chose. Ah si, alors là, ça avait rien à voir. C'était dans un groupe Facebook qui s'appelle Le Monde de Lovecraft. Si vous êtes sur Facebook, allez voir, c'est vraiment extrêmement riche. Et quelqu'un me parlait à cause du très beau livre de Drouillet, des illustrations de Drouillet sur Lovecraft. C'est, par exemple, il y a Par-delà le mur du sommeil qui est fait uniquement sans texte, uniquement raconté avec des dessins. C'est paru il y a 6-7 mois. Et il parle de John Martin, un peintre anglais du 19e, 1789-1854, comme soi-disant influence de Lovecraft. Donc il pose la question, mais oui, parce que là, cette toile, là, par exemple, qui s'appelle La chute de Babylone. Salut Arnaud Maizetti, on voit là la grande tour de Babylone. Arnaud Maizetti sort là un livre qui s'appelle Biographie de Babylone. Parce que, je suis déjà jaloux alors que je l'ai même pas lu. Et dans ce groupe Facebook, donc, tout d'un coup, tu dis, John Martin, pour moi, un vague nom. C'est pas de Joubert, toujours le Québec, qui sont toujours un petit rapport, toujours en avance sur nous, qui dit, mais dans les Selected Letters, il y a une lettre à Vincent Starrett du 10 janvier 1928, et moi, je connaissais pas cette lettre. Alors, évidemment, j'ai retrouvé dans le volume correspondance à August Moore. Et là, on a 3 pages de Lovecraft même 4 pages de Lovecraft sur l'influence de John Martin. Influence qui lui est venue parce que Ambrose Bierce en avait parlé à Loveman. Loveman s'était acheté des planches de John Martin, et ces planches, Lovecraft les avait vues chez Loveman. Et par contre, Loveman ne les a plus parce qu'il les a, ce petit monde. Et Loveman a des problèmes d'argent, donc il a donné les planches à Kirk pour que Kirk les revende. Et lui, tout ce qu'il connaît, ce n'est pas les toiles. Non, il n'a pas vu les toiles, Lovecraft. Pourtant, on dirait du monde sous Desiderio. Et ce qu'il a vu, c'est les gravures de John Martin qui sont là dans les salles d'exposition de la Public Library. Donc, c'est des petits documents, des pistes comme ça, mais qui sont pour moi, là encore, ce qui nous récompense. Avant-dernier, on était, c'était hier, vous voyez, on avait passé, ça y est, le 22, on est au 201e envoi du PDF, 22 juillet. Là, on a quand même 6 lignes. Pourquoi? Parce qu'il y a la réunion des boys. Et là, cette réunion des boys, alors, elle est exemplaire à plein de titres. D'abord, donc, on est mercredi, levé à midi, ça change pas, lu toute la journée. Sonia, elle est à Manhattan, dîner à la maison avant, le soir, de rejoindre la réunion des boys chez Kleiner. Alors, est-ce que Sonia est revenue, ils ont dîné ensemble, et ensuite il est parti à la réunion de ses copains du KM Club, hypothèse 1, ou peut-être manger vite quelque chose et parti avant que Sonia arrive, on saura pas, mais c'est pas très grave par rapport à ce qui va se passer ensuite.
Alors Kirk n'est pas là parce que le frère de George Kirk est revenu à Cleveland, je sais pas d'où il vient, peut-être de Californie ou de Texas ou ailleurs, et donc son frère est venu passer 2 semaines à Cleveland et Kirk a rejoint la famille. Mais son associé est venu enfreignant avec la permission de Kleiner. Oh, et ce qu'il appelle la stag roll. Stag, c'est le cerf avec les grands bois. Ouais, mais stag rule, c'est pour la loi du mâle dominant. Ouais, stag rule, ça y va directement. On a que des mecs. Et lui, il amène pas Sonia. Non, parce que stag rule. Les autres étaient Morton et Leeds. Puis l'autre, donc on est chez Kleiner. Ils sont revenus, donc Morton et Kleiner sont revenus de leur excursion là à Port Jarvis. Et grand-père Théobald, c'est lui-même. Et puis on s'emmerde. La soirée s'est déroulée sans heurts, mais sans éclat, jusqu'à minuit, heure à laquelle le couple de libraires est parti. C'est alors que, spontanément, les anciens, c'est-à-dire Morton, Leeds, grand-père Théobald, dit Lovecraft, et Kleiner se sont mis à évoquer leurs souvenirs, discutant de choses récentes ou passées, s'intéressant tellement à la question que la séance ne s'est terminée qu'à 4 heures du matin. Et qu'est-ce qu'ils ont fait de minuit à 4 heures du matin? Nous avons débattu des hymnes nationaux et de vieilles chansons. Nous avons chanté beaucoup des deux. Voilà nos 5 bons hommes qui se mettent à 2 heures du mat, à chanter ensemble les hymnes, les chansons d'enfance. Ah bon? Eh ouais, c'est ça aussi, Lovecraft. Ils ont parlé du docteur Oliver Wendell Holmes et lu une grande partie de ses vers. Bref, nous avons passé un moment d'une indéniable intensité littéraire jusqu'à ce que l'Est pâlissant, vous savez, l'aurore aux doigts de rose, nous avertisse que l'heure était venue pour tous les honnêtes noctambules d'aller se coucher. Alors, il rentre, donc il est 4-5 heures du mat, et il rentre directement? Non, il prend un itinéraire détourné parce que Morton et Leeds, eux, ils rentrent sur Manhattan. Kleiner, lui, habite à Brooklyn, mais assez loin de chez Lovecraft. Donc, il faut un grand triangle, et la seule mauvaise de la réunion, vous vous souvenez des commercial blurbs, ces écrits commerciaux que Leeds, c'est une semaine on est avec Leeds, une semaine on est avec McNeil dans ces réunions puisque les deux peuvent pas se piffrer. Il avait embauché Belknap Long et Lovecraft. Belknap Long, là, il est en vacances dans les Thousand Islands, là, près de la frontière canadienne, dans une boîte Yasley qui cherchait, elle, à démarcher des entreprises avec des rédactionnels publicitaires de bon niveau, et puis voilà, Yasley a plongé. C'est Lovecraft, souvenez-vous, qui rêvait de dire, il disait à sa tante dans l'enthousiasme, comme ça je peux rentrer à Providence, et toutes les semaines j'envoie ma copie à Leeds, je peux travailler à distance. Le télétravail, ah ouais, mais c'est fini. Encore un truc. Nous avons reçu la promesse d'être payés pour ce que nous avons écrit. Crois-le encore. Mais Yasley n'est plus très fiable à ce stade. Pouac! Ainsi va le monde, patatras. Mais on aurait au moins eu la stag roll. Alors Scopes, ça y est, coupable, une amende de $100. Enfin, c'est minable à tous les points de vue, mais qu'est-ce que ça mérite d'être regardé? Oui, c'est encore des pleines pages dans le New York Times. Est-ce que le combat pour la théorie de l'évolution, etc. Voilà, ce Oliver Wendell Holmes, si vous ne retenez pas qui c'est pas forcément grave, moi j'étais heureux. Il a écrit une suite qui s'appelle At the Breakfast Table, et on a Poets at the Breakfast Table, Critics at the Breakfast Table. C'est-à-dire, tu prends les gens au petit-déj. Alors je pense que c'est cette série, les poètes au moment à leur petit déjeuner, les conversations des poètes à leur petit déjeuner. Et je trouvais une pub qui est vraiment intéressante. C'est Your Horn Marvis at the touch of a button, a Well of Buy. Et Well of Buy vend les Bell et Howell caméras automatiques. Ça coûte dans les $95, la même chose que le Patex. Mais l'argument, c'est quoi?
eh bien, les femmes aussi peuvent filmer. Tu vois, les deux bonshommes, là, ils sont en train de montrer leurs beaux biceps, là, en ramant sur leur canoë, sur la mer démontée, et c'est elles qui filment. Voilà, Belle et Howell. Et par contre, regardez Patex, qu'on a déjà vu la semaine dernière, le Patex. C'est formidable, c'est que tu achètes, c'est des machines que tu achètes avec une cassette. Quand tu achètes une cassette, le développement est compris. C'est-à-dire, quand tu as fini de filmer, tu renvoies la cassette et tu reçois le film développé que tu n'as plus qu'à mettre. Tu achètes la caméra et le projecteur ensemble, complete outfit, camera and projector, motion picture, ça tu fais ton cinéma soi-même. Et là, à qui on s'adresse? Aux femmes. Et vous voyez, c'est une femme qui filme une autre femme. Mais il s'agit de quoi, là? Il s'agit de dire, ah ouais, tu veux tourner dans les films? Eh ben, fais-toi des démos. Et ces démos, tu les montreras aux gens qui veulent t'embaucher. Apprends à te tenir devant une caméra. C'est-à-dire qu'on apprend, l'argument, c'est dire, sois un meilleur bétail humain, et tu auras peut-être une chance. Et on arrive enfin donc à notre 23, le 202, à toujours les lettres. Alors la lettre d'aujourd'hui, elle est longue. Enfin la lettre, non pas la lettre est longue de toute façon, mais alors il recopie le titre de Machen, mais il se trompe. Things near and far, things. Vous avez vu que le titre c'était pas ça, alors que visiblement c'est toujours la fin du même livre. J'ai lu le livre de Machen, écrit plusieurs lettres, fait des courses pour Sonia, qui devait partir là, pour Cleveland. Et c'est ça dont j'ai pas parlé là sur la fin de la lettre. Donc il arrive chez lui à 6h du mat. Quelle nuit! À chanter, à se balader. Et Sonia est déjà levée. Et ce qu'elle lui annonce, c'est pour ça je pense qu'elle ne l'a pas croisé. C'est-à-dire que lui, quand il est parti au KLM Club, Sonia n'était pas encore revenue de Manhattan. Il a grignoté quelque chose tout seul, un bout de pain et du fromage. Il est parti. Et c'est quand il revient à 6h du mat qu'au lieu de trouver Sonia endormie, il la retrouve debout. Et c'est là qu'elle lui annonce quoi? Elle lui annonce qu'elle part pour Cleveland. Et c'est pour ça que je dis qu'on est là vraiment dans le coup de gong de la fin d'une étape. Sonia lui annonce que le lendemain, elle part pour Cleveland. Et ça, on a rejoint. Là, ça y est. Le gros coup de gong. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il semble, c'est une journée de revoir. C'est-à-dire, on se paye un restaurant, Peter's. Alors, à sa tante, il dit, c'est marrant parce que à Brooklyn, c'est vraiment la mode maintenant. Tous les restos s'appellent d'après un prénom. Joe's, alors on est allé souvent chez Joe's, à commencer, maintenant nous avons John's, Peter's, Jack's, Jim's, le John c'était leur truc préféré, vous savez, et Dieu seul sait combien d'autres, mais Peter's c'est le meilleur de tous, table d'hôte à 80 cents, une révélation, s'il était moins cher, j'irais souvent, nous y avons mangé, alors Sonia, une escalope de veau panée, sauce tomate, lui, spaghetti bolognaise, pommes de terre au four, salade froide, maïs vert, melon, glace, d'une sorte délicieuse et inconnue, qui contenait probablement de l'érable comme ingrédient. Et après le dîner, ils refont comme il y a 2 semaines, c'est-à-dire qu'ils prennent ce bus à Impérial, ça coûte rien, ça coûte un ticket de bus, tu montes là, t'es en plein air, et ce bus va jusqu'à Coney Island, et comme la dernière fois, il y a personne. En gros, on est en milieu de semaine, 23, donc on est jeudi, c'est les journées creuses, ils n'y vont jamais le week-end. Alors ils descendent, ils marchent, et c'est là qu'ils entrent dans Luna Park, cette maison avec une salle des merveilles, une maison qui est construite à la perpendiculaire mais sur une légère pente. Et Lovecraft, parce qu'il va comprendre le truc, fait directement pour Sonia et il envoie à sa tante les 2 petits croquis qui réalisent l'astuce qui fait que toutes tes sensations sont perturbées et que tu vois une planche horizontale avec des billes qui roulent. Et il est tellement fier. Regardez, il en met une demi-page. La pente YZ, la balle de la piste AB, qui bien sûr par rapport à l'angle réel XYZ est en descente malgré l'angle apparent en montée de AB avec MN. T'es dans du Escher. Bon, lisons ça avec un petit sourire. C'est leur dernière journée ensemble et pour nous évidemment
Grande fracture, on y est. Je crois que je vais maintenant reprendre les vidéos au quotidien. Ouais, un tout petit entrefilet dans le New York Times. Une expédition franco-américaine qui part en Afrique, qui part chez les Touaregs en Algérie. Et il y a Maurice Pégas, j'avais jamais entendu parler de Maurice Pégas, qui fait partie donc de cette expédition. Et là, bon, pour remonter sur Wikipédia, vous irez voir. Et ils vont exhumer... C'est des questions qui sont celles aussi de l'Afrique fantôme, de l'Héris et l'autocondamnation par l'Héris dans la 2e édition des crimes qu'ils commettent. Ben oui, mais au nom de la science. Voici la photographie de ces messieurs les archéologues occidentaux, le français Maurice Pégas. Je vous dis, c'est tout ce débat de l'Afrique fantôme de l'Héris. Et là, l'Américain qui dirige l'expédition. Et la tombe violentée une tombe totalement fétiche pour les Touaregs, celle qu'ils appellent la reine des Touaregs. Et ensuite, ce sera transporté au musée d'Alger. Voilà, petit rattrapage, toujours un petit peu plus long. J'ai rajouté ça. Pourquoi? Parce que moi, je sais ce qui se passe demain. Et là, dans le programme Motion Pictures, il y a le programme des films. A slave of fashion, esclave de la mode, Rintintin, Bébé Daniel, Ride the Water, Under the Rouge avec Tom Moore et Eileen Percy, on est toujours dans le cinéma muet, et Caméo, c'est vrai qu'on a déjà croisé le Caméo. This week only, il leur reste encore 2 jours pour voir Down to the Sea in Ships. J'en dis pas plus, parce que à demain.